Donc, bien le bonjour, bienvenue à cette deuxième entrevue de Québec Nouvelle. Donc, juste pour petite information pour commencer, je vais diviser justement les formats. La revue hebdomadaire, à peu près, ça me prenait à peu près une demi-heure habituellement. Puis là, la dernière fois, avec Nicolas Gagnon, ça nous a pris à peu près 26 minutes. Donc, à la place de faire une émission d'une heure, ben maintenant, on va avoir les entrevues de Québec Nouvelle et les revues hebdomadaires. Donc, seulement un petit point d'information comme ça. Aujourd'hui, je suis très content, très honoré de recevoir Nicolas Vidal, donc rédacteur en chef de Putsch Média, donc un média français dont la vocation se veut de contribuer à la pluralité médiatique qui manque, qui manque tristement depuis quelques années. Donc, un média indépendant, justement, qui va au bout des choses et qui va pouvoir bien nous expliquer la situation en France en ce moment, qui apparemment est plutôt explosive. Donc, on a la réforme des retraites justement, on va aller voir un petit peu avec M. Vidal, c'est quoi exactement cette réforme-là, c'est quoi que ça a comme répercussion sur la vie des Français. Mais on le sait, hein, il y a aussi la guerre en Ukraine, crise énergétique, il y a eu la fin de la pandémie avec aussi les influences de McKinsey qu'il y a eu en France aussi. Donc, on va avoir une couple de petits sujets comme ça qui devraient être intéressants. Bonjour Nicolas Vidal, ça va bien? Ben, je suis en pleine forme. Merci Philippe pour cette invitation. Je suis toujours très heureux, très enthousiaste à l'idée de pouvoir parler à mes amis québécois, bien entendu. Ah Voilà, ben pays que j'aime c'est un bien. plaisir pour nous aussi, c'est un plaisir pour nous aussi. Pardon? Pays que j'aime bien. Vous avez noté que je parle de pays, moi, quand je parle du Québec. Les gens devraient apprécier. Les gens devraient apprécier. Ouais, tu me disais d'ailleurs que tu venais une fois de temps en temps au Québec. Là, la pandémie a fait en sorte que tu as dû limiter un petit peu tes séjours, à ce que j'ai compris. Ben oui, parce que vu que j'étais pas dans le mainstream covidiste, je ne pouvais pas venir en fait. Je suis pas venu depuis novembre 2019. Alors oui, rapidement, on va pas faire l'émission là-dessus, mais Non. j'aime beaucoup le Québec. Je m'intéresse énormément à l'histoire du Québec, à l'identité, à sa langue, qui est Mhm. le français bien entendu, et comment vous vous battez bec et ongles pour certains et certaines à essayer de conserver cette identité française au Québec face à l'espèce d'anglicisme béat trudeauiste, j'ai envie de dire, qui d'une certaine façon est en train de dévaster et de déraciner bien nombre de gens, comme c'est le cas ici. Le niveau d'anglais est toujours proportionnel au niveau de débilité, donc on en est là, voilà. Ah, puis d'ailleurs, justement, c'est un peu une des raisons, justement, pourquoi on t'invite. Parce que c'est un petit peu réciproque. Au bout du compte, Québec Nouvelle, souvent, on traite plus des nouvelles, québécoises, canadiennes, mais on le sait, hein, le Québec a des liens historiques avec la France et ça fait en sorte que des nouvelles françaises sont un petit peu des nouvelles québécoises pour nous. Hein. On est tout le temps intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, justement, là, on voit ces derniers temps, là, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de protestations. On ne sait pas ce que ça va virer comme les gilets jaunes, là, mais par rapport au régime de retraite en France. Donc, ce que j'ai compris, qu'ils vont reculer de 3 mois par année à partir de cette année, quelque chose du style. J'aimerais ça peut-être que tu nous fasses peut-être un petit portrait comment que ça en est arrivé là? Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même de nombreuses années là, qu'on parle des régimes de retraite en France. Là. Je me rappelle la première fois que j'étais allé en France, c'était en 2010, puis Oui. j'étais tombé sur une manifestation. Donc peut-être retourner un petit peu dans le passé pour expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en est arrivé là. Ben, on a été arrivé là avec 1992. 1992, c'est très simple, c'est le traité de Maastricht. C'est une vassalisation de l'Union européenne, très clairement. Et il faut bien se rendre compte que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je m'intéresse au Québec notamment, parce que nous sommes, cher Philippe, vassalisés à l'Union européenne. Nous sommes Mhm. vassalisés aux Américains. Et cette espèce de réforme des retraites, c'est une volonté bruxelloise, c'est une volonté de la Commission européenne de repousser l'âge de la retraite dans tous les pays membres, tous les pays amis, bien entendu. Ils ne sont pas du tout amis, mais ils ont l'impression qu'ils sont amis, mais ils ne sont pas du tout amis. Et en fait, la réforme des retraites, ce n'est pas simplement une réforme franco-française. C'est une réforme qui est imposée, c'est un diktat qui est Okay. imposé par Bruxelles. Et dans les médias mainstream ici, personne n'en parle. Personne ne veut avouer aux Français que la réforme des retraites, elle est imposée par Bruxelles. Pourquoi elle est imposée par Bruxelles? Parce que ces gens-là, à un moment donné, veulent ubériser les sociétés, veulent déraciner les individus, veulent en faire des consommateurs, parce qu'il n'y a que comme ça qu'un marché fonctionne, parce que l'Union européenne, dites-le-vous bien, chers amis québécois, cette Union européenne n'est qu'un grand marché économique dans lequel il y a une guerre de tous contre tous, et il y a des perdants. Et malheureusement, la France est une grande perdante de cette guerre économique. Et la réforme des retraites, c'est une imposition bruxelloise. Donc, pour faire baisser notamment
les dépenses publiques, également pour ubériser énormément les gens, c'est-à-dire que la casse du code du travail, la réforme de l'assurance chômage. Donc en fait, les gens, il faut qu'ils trouvent un boulot. Il n'y a plus de formation. Il y a un naufrage aussi de l'éducation nationale qui fait que les jeunes gens qui sortent des écoles ne sont plus du tout fermés. Parfois, certains sont analphabètes, donc ils ne peuvent plus prétendre à des emplois qualifiés. Et en fait, on va vers une ubérisation totale. Et le but aussi, c'est de faire des économies pour continuer à enrichir les grands groupes multinationaux et consorts BlackRock, Vanguard et autres, qui iront récupérer ceux qui ont encore un peu d'argent, voyez-vous, ils iront capitaliser dans ces grands fonds d'investissement américains, ces grands gestionnaires d'actifs. BlackRock, c'est 6 000 milliards, c'est Larry Fink qui le tient. Donc, vous avez aujourd'hui, pour répondre à ta question, vous avez aujourd'hui un Emmanuel Macron, vous avez une classe politique, et pas qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, une classe politique dans un grand ensemble avec la droite française, qui ne voit que par l'Union européenne, qui est extrêmement affaiblie intellectuellement, culturellement, qui n'a plus dans sa ligne de mire l'intérêt des Français, l'intérêt de la France et la voix de la France dans sa diplomatie, dans sa grandeur et dans ce qu'elle est comme pays des Lumières. Et ces gens sont prêts à nous vendre à l'Union européenne, aux Américains, simplement pour enrichir les grands groupes privés. Alors ça peut paraître un peu marxiste comme discours, mais la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui là-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as une réforme des retraites, tu veux faire bosser les gens sur 64 ans, et cette Union européenne, et avec la complicité, la trahison de nos élites, a détruit la France, a délocalisé, désindustrialisé, fait un chômage de masse, ubérisé les gens s'appauvrissent complètement, et tu leur demandes maintenant de vouloir bosser jusqu'à 64 ans, alors qu'aujourd'hui c'est 62. Mais tu comprends bien que les gens à 55 ans en France, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais à 55 ans, ils sont crevés, ils sont brisés, et pour la plupart, ils n'ont pas de boulot. Donc, imagine bien que tu vas repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, ces gens, je finis là-dessus, on est incarcérés dans une idéologie dans laquelle Emmanuel Macron n'est que le VRP, le cost killer de l'Union européenne. Et comme il est obligé de le faire, parce que l'Union européenne lui a dit, c'est comme ça que tu fais, c'est ta feuille de route, et maintenant que tu t'as mis président, il faut que tu ailles au bout, et bien maintenant il est obligé. Donc pourquoi c'est explosif en France? Parce que lui, il ne veut pas reculer, parce qu'il y a ses petits copains de l'Union européenne, BlackRock derrière, et en face à lui, il a le peuple français qui commence à comprendre l'escroquerie de cette politique brutale. Donc ça donne quoi? Ça donne que finalement, le mirage nous a vendu en France, nous, la mondialisation heureuse, tu sais, si on libéralise, si vous avez plusieurs fournisseurs d'Internet, si vous avez plusieurs fournisseurs d'énergie, qui va gagner à la fin? C'est les consommateurs. Foutaise, ce n'est pas les consommateurs qui ont gagné. Les consommateurs, aujourd'hui, on en parlera peut-être du prix de l'énergie, c'est un scandale. Donc ces gens nous ont menti, nous ont vendu, nous ont promis le plein emploi, nous ont promis, je parle pas la rigueur, mais le plein emploi, le bonheur économique, pardon, bien entendu, des grands écrans de télé LED pour tout le monde, des voitures pour tout le monde, des appartements pour tout le monde, des vacances pour tout le monde au fin fond de la Malaisie en low cost. Ces gens se sont foutus de notre gueule, et aujourd'hui, ils viennent nous imposer ça parce que c'est un véritable processus, c'est un véritable programme qui est mis en place. Et je donne un exemple pour que les gens voient un peu. En Belgique, par exemple, qui est la frontière, vous savez, un pays limitrophe, nos amis belges, eux, on leur a carrément imposé la réforme des retraites le 13 janvier dernier. Sinon, on leur a dit, si vous n'imposez pas la réforme des retraites aux Belges, vos 863 millions d'euros du plan de relance signé pendant le Covid, vous ne les touchez pas. Voilà, rapidement, je te fais un plan là-dessus pour te dire que nous sommes vassalisés, nous aussi, Français, à l'Union européenne, et que nous devons nous désincarcérer très vite de cette Union européenne. Sinon, ils vont nous liquider socialement, ils vont liquider la France. Oui, écoute, je suis surpris parce que, comme je dis, j'étais un peu moins initié. Je ne savais pas que ça venait directement de l'Union européenne, mais au bout du compte, je ne suis pas surpris non plus. Ça fait complètement du sens. On en avait parlé. J'étais venu à ton émission, je pense en 2020. On avait parlé en quoi, en quelque sorte, l'Union européenne constitue un processus de fédéralisation. C'est une fédération qui ne dit pas son nom au bout du compte. On essaie de dire que c'est une confédération, mais on est en train, comme tu dis, en quelque sorte, de vassaliser chaque État européen pour essayer d'en faire une grande fédération où c'est vrai que dans l'ambiance de notre époque, on s'entend que c'est souvent beaucoup plus des élites, des élites mondialistes en quelque sorte qui essaient de refaçonner justement la société. Donc, dans le contexte de l'Union européenne, c'est vrai que la pression est d'autant plus grande en Europe, on doit dire. Donc, par rapport à ça, là, tu nous parlais d'une situation explosive.
à quoi on peut s'attendre en termes de mobilisation? C'est quoi qui se passe exactement dans les villes? Est-ce qu'on va s'attendre à quelque chose du style gilet jaune ou bien Alors, c'est plus disons, des manifestations plus traditionnelles, ouais. normales? C'est dur à Alors dire autant ouais. avec les Français, vous nous surprenez toujours en termes de Ah ben, on, manifestations. on est un peuple fondamentalement révolutionnaire, ça ne t'aura Ouais. pas échappé. Là, moi, ça fait 2-3 ans que je le dis. Je pense que les Gilets jaunes, à côté de ce qui va se passer en France, ça va être une réunion du troisième âge ou une kermesse. Ça va être une kermesse Oh, à côté, OK. concrètement. Parce que Pourquoi? là, on est quand Parce même qu'il à un faut. bon niveau. Puisqu'on se Ben, rappelle, les gilets jaunes, c'était quand même des barricades dans les rues. C'était quand même, bon, les voitures brûlées. Je sais pas s'il y avait des voitures brûlées, mais je présume. ouais, C'était c'était des moments. insurrectionnel, disons, comme ambiance, là. Oui, il y a eu des moments, véritablement, moi qui ai suivi les manifs à Paris, un peu partout en France, il y a eu en décembre 2018, Paris barricadé jusqu'à 1h ou 2h du matin. Il y avait des Mhm, boulevards qui étaient inaccessibles, la police était complètement débordée, ça se bagarrait dans tout Paris, avec mhm, des barricades, tu l'as dit, et c'était extrêmement violent. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. mhm, On peut, à un moment donné, on peut définir les marqueurs. Les marqueurs, c'est que, je vais te donner un chiffre et je ne vais pas abrutir nos téléspectateurs de chiffres, mais l'inflation, notamment en France en 2018, était de 1,8. mhm. 1,8, pardon. Aujourd'hui, elle est estimée par l'INSEE, mais elle est très largement minorée, à quelque chose comme 7 ou 8. Mhm. Mais On aura là, l'occasion je d'ailleurs te, de revenir peut-être sur les conditions économiques, mais je te laisse. voilà, oui, oui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et je ne vais pas aller plus loin, on en parlera après, mais ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que la situation est bien différente qu'avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était une partie de la population d'une France, on va dire ce qu'on appelle la France périphérique ici, la France moyenne, la France qui n'habite pas dans les villes, la France qui n'a pas la trottinette électrique, qui a le casque de quinoa vert de gris sur la tête et qui boit de l'eau light. Tu vois, c'est un peu ça. Mhm, C'est la France périphérique, c'est la France qui vont dans les supermarchés, c'est les Français qui n'ont pas de médecins, c'est les Français qui n'ont pas d'hôpitaux à disponibilité, c'est les Français qui doivent prendre la bagnole pour aller travailler, c'est les Français qui ont un pouvoir d'achat, qui travaillent notamment dans les usines ou dans le tertiaire. Et on se retrouve que là, aujourd'hui, ces Français, ils sont sortis en 2018. C'est très clair. Mais avec la situation économique, mais catastrophique, rendez-vous compte, chers amis, que la situation en France est catastrophique. Nous n'avons plus de médicaments, nous n'avons plus de Doliprane, nous n'avons plus d'amoxicilline. Les hôpitaux aujourd'hui en France, on meurt dans les hôpitaux. mhm, Pardon, on meurt dans les couloirs d'hôpitaux. Pourquoi? Vous me direz, oui, on meurt dans les hôpitaux, c'est vrai. Mais en France, vous pouvez aller aux urgences pour quelque chose d'à peu près bénin, pas bénin, mais qui nécessite une prise en charge urgente. Si vous êtes pris en charge, vous sortirez tranquillement et on vous soignera. Aujourd'hui, si votre histoire elle est un peu compliquée, vous vous retrouverez que vous pouvez mourir dans un couloir d'hôpital parce qu'il n'y aura pas suffisamment de médecins pour venir vous voir et vous soigner. C'est ça mhm. la réalité de l'histoire. Donc on se Ça fait retrouve dans penser une un peu situation. aussi, justement, au Québec, on a des problèmes semblables là, avec le milieu de la santé. Là. Et bien voilà, moi je le dis parce que je suis beaucoup vos actualités québécoises et je me rends compte qu'il y a des grosses passerelles, il y a une espèce d'effet miroir entre vous et nous. Mhm, Mais nous, on est vraiment dans une situation très compliquée. On a des pénuries aujourd'hui, factures d'énergie, on en va en parler, mais il y a des commerces qui ferment, des entreprises qui ferment. Et c'est terrible. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que cette situation est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte, si Emmanuel Macron, avec sa réforme des retraites, passe, il aura derrière le champ libre pour imposer ce que veut Bruxelles. Mais à mhm, la différence, si jamais la rue gagne, les manifestations gagnent, la colère gronde et gagne aussi, là, par contre, le projet néolibéral bruxellois, il va en prendre un sacré coup derrière les oreilles. C'est mhm, une véritable lutte à mort aujourd'hui entre le peuple français et les élites mondialisées abattardis. C'est ce qui mhm, est en train de se jouer aujourd'hui en France. Et il faut savoir qu'il y a eu 1,2 million ou 1,3 million de personnes il y a 10 jours. Mardi prochain, il y a une grosse manif qui a partout en France. À mon avis, au vu des remontées que j'ai, parce que je reste quand même un journaliste, ça risque d'être massif. Peut-être on pourrait même arriver aux 2 millions de gens dans la rue, ce qui est colossal. Hein. mhm. Colossal. 2 Ouais. millions de gens dans la rue, c'est colossal. On est Si 8 jamais, millions au Québec, donc. voilà, ben, tu vois, tu peux faire le compario. Et je veux Mhm. dire par là, c'est que si on arrive à 2 millions, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il ne reculera pas. Il ne Ah. reculera pas. Il Ben, ne d'autant peut plus pas que vous reculer. avez renouvelé son mandat récemment, donc l'an Ouais. passé, si je me souviens bien, oui. Oui, oui, ben, il a été élu en 2022. En 2022, Emmanuel Macron, on sait dans quelles circonstances. Hein, il a été élu quand même avec 38% des inscrits au second tour.
Donc, ça pèse pas lourd, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui à gauche ou à l'extrême gauche pour faire barrage à ce qu'on appelle l'extrême droite, pour faire très vite, pour faire Marine Le Pen, qui n'est pas du tout extrême droite, qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui maintenant... il y a des positions économiques aussi plutôt de gauche. Marine Le Pen, c'est une gérante de TPE-PME, d'une petite entreprise familiale. Voilà ce qu'elle fait, Marine Le Pen. Et elle enquête les subsides de ses élus et elle est députée française. Donc, c'est vraiment de l'enfumage, Marine Le Pen, pour être très clair. Et puis, elle ne bosse pas ses dossiers, donc elle ne connaît absolument rien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous avez 3 minutes, allez regarder vite fait les 3 débats, notamment les 2 derniers débats qu'elle a fait. Vous savez, nous, en France, quand on a deuxième tour, vous avez 2 candidats et vous avez un débat entre 2 tours qui dure 3 heures à la télé. Tout le monde regarde. Il y a 17 millions de gens qui regardent ça. Et Marine Le Pen, elle se promène elle arrive sur le plateau télé et elle arrive avec 20 feuilles ou 20 intercalaires de feuilles de notes. Donc, en fait, quand elle vous parle, elle regarde ses notes en permanence parce qu'elle ne connaît pas ces sujets. Voilà, donc pour ça, pour rapidement fermer sur Marine Le Pen, c'est pas une opposition. Donc on se retrouve aujourd'hui qu'il n'y a plus d'incarnation politique, Philippe, là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des millions de gens qui savent que politiquement, il n'y a plus personne pour les défendre. Parce que la classe politique, en grande majorité à ce jour, elle est pour la réforme des retraites. Allez, je mets en dehors la gauche, NUPES, qui pèse pas énormément non plus, et un peu extrême droite qui capitalise là-dessus. Mais en fait, même les députés aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de mal à reculer. Mais tout de même, il y a des députés de la majorité, donc des députés du camp de Macron, pour faire très simple, qui sont en train de se dire on va peut-être pas la voter, la réforme, parce que quand je rentre en circonscription, quand je rentre sur mon territoire, quand je rentre dans ma région le lundi, mardi, mercredi, et que je sers des louches au marché du coin et que je me fais insulter, peut-être que je vais moyennement la voter. Donc, je veux dire par là, c'est pour être vraiment très sérieux, c'est que cette réforme, c'est vraiment l'affrontement d'une population, du peuple français, d'une partie du peuple français qui se rend compte des enjeux dans lesquels nous sommes, et d'une part, cette oligarchie mondialisée, incarnée par Emmanuel Macron, qui veut faire passer par la force, qui ne veut pas la démocratie, Macron ne veut pas la démocratie. Macron se fout de la démocratie comme d'une guigne, il faut le savoir. Il ne passe qu'un 49.3, c'est un texte de loi qui permet de passer les lois sans passer par en enjambant le Parlement, dans un cadre constitutionnel bien établi, mais peu importe, je ne vais pas faire c'est pendant la pandémie, je pense qu'il a commencé à utiliser ça, ou il a utilisé même avant? Tu as raison, il a utilisé un peu notamment... comme quand les présidents américains passent des lois par décret, si je comprends bien. Là. Voilà, nous, c'est un 49.3, c'est la Constitution, c'est l'article 49.3 notamment, et tu peux passer, ça engage la responsabilité du gouvernement. Bon, tu ne peux pas utiliser tout le temps, il y a certains projets de loi des finances publiques, tu peux le faire, enfin, il y a plein de choses et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais lui, Macron, sur les lois, notamment sur le projet de loi de finances, il est à son 9e 40, enfin pas lui, mais sa première ministre est au 9e 49.3. C'est-à-dire, bon, vous avez bien discuté, maintenant vous fermez vos gueules, 49.3, ça passe, on passe à autre chose. C'est trivial, comme si je comprends bien aussi, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis si je comprends bien aussi, juste faire un résumé, ce que tu disais au bout du compte, c'est que, les gilets jaunes, c'était dans un certain contexte. C'était quoi, en 2018-2019, si je me souviens bien? Oui, fin 2018, 2019, 2020. Mais que là, avec la situation actuelle, t'en as parlé un petit peu au niveau économique, l'inflation, crise énergétique, et là, ça commence à faire beaucoup de choses qu'on nous demande de serrer la ceinture. Donc, tu prévois que ça devrait être plus explosif dans ce contexte-là. Ça va être plus explosif parce que tu as une partie des gens qui en ont rien à faire, la réforme des retraites. Ils savent pas, ils s'en foutent en fait. La politique, ils s'en foutent. Ils ont leur balcon, leur appartement, leur petit jardin, leur petite voiture, leur petit labrador, ils s'en foutent. Mais là, aujourd'hui, la réforme des retraites, ils s'en foutent. Mais par contre, Philippe, sur les supermarchés de grande distribution, les très connus en France, Carrefour, Leclerc, Intermarché et d'autres, ils ne peuvent plus y aller. Des gens de la classe moyenne, des gens qui bossent, ils ne peuvent plus aller au supermarché. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Donc, ils vont dans des hard discount. Parce que c'est trop cher. Tu as des inflations sur les produits comme les pâtes, le sucre et toute une série de choses dont tu te nourris en permanence qui constituent ta base alimentaire. Ça a pris 30, 35, voire 40%. 40%. Tu imagines 40%? Imagine-toi 40% sur tes courses. Tu fais ça 2 semaines, tu fais ça 3 semaines. C'est quoi la cause de ça? Selon moi, je présume que déjà là, avec la hausse du coût de l'énergie,
la chaîne d'approvisionnement qui a été toute débalancée durant la pandémie, mais particulièrement, comme je viens de mentionner, là, Emmanuel Macron parlait dans les derniers mois, il disait c'est la fin de l'abondance, donc pour essayer de préparer la population justement Ouais. à, bon, il parlait plus d'un point de vue énergétique, donc avec les coupures, la guerre en Ukraine, on le sait, l'approvisionnement du gaz en Europe de l'Ouest a été mis à mal vu que la majorité du gaz venait de Russie. Donc, toute cette situation-là avec l'Ukraine fait en sorte que je présume que ça a été justement un carburant pour cette crise-là au bout du compte. Là. Ben, bien sûr. Alors, tu as l'Ukraine, bien entendu, sur le gaz, notamment le gaz et le pétrole, parce on allait quand même bien chercher chez Vladimir pas mal de trucs. Hein, il faut quand même le savoir. Vladimir, c'était un peu notre supermarket en termes de pétrole et de gaz. Et puis, quand tu commences à chatouiller les pieds de Vladimir, Vladimir, il te coupe les vannes. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que l'inflation en France, elle a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Ces gens se moquent de nous. Ces gens se moquent de nous. La réalité, c'est qu'on s'est mis à poil. Je suis désolé, on est tout nu. En France, on est tout nu. On n'a plus de souveraineté sanitaire. On n'a plus de médicaments. On a viré beaucoup d'entreprises, d'usines ont fermé de production. On a saccagé, on a assassiné nos agriculteurs. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon sur l'alimentation, Philippe, la France n'est plus souveraine. Donc, il faut aller chercher des trucs ailleurs. Il faut faire livrer de partout. Donc, on se retrouve là où tu es dépendant. Tu as les pieds, les mains liés au marché mondial. Tu es espèce d'esclave de la mondialisation. Donc, tu payes le prix fort sur tout. Et bien entendu, comme l'Union européenne, tu le sais, c'est la libre circulation des travailleurs, des marchandises et des personnes. La réalité et de l'argent aussi, surtout de l'argent. Les grosses entreprises françaises sont parties en Roumanie, en Hongrie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie, ou en Tchéquie, pardon. Et finalement, ici, c'est du chômage, des prix des matières premières qui montent en flèche, un pouvoir d'achat qui est en train de chuter, un prix de l'énergie qui est en train de monter en flèche, tout ça subventionné par le gouvernement avec notre argent. Donc, on te rend compte que Macron, il a dépensé 600 milliards d'euros depuis la crise sanitaire. On a un déficit commercial de 3 000 milliards d'euros. Nous sommes vraiment entre le Burundi et le Bénin aujourd'hui. Non, mais c'est surprenant d'ailleurs, puisque la France a historiquement été toujours un des territoires les plus fertiles, que ce soit en agriculture. Et là, je présume que les tomates doivent venir d'Espagne et, comme tu dis, pluralité d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Et c'est aussi quelque chose, encore une fois, on peut faire un parallèle qui se passe à peu près partout dans le monde, dans la désindustrialisation, le fait que la mondialisation nous a été présentée, comme tu dis, pour, dans le fond, une espèce de manière de rendre tout le monde plus prospère, alors qu'au bout du compte, ce qu'on réalise, c'est que c'est beaucoup plus à l'avantage des grandes entreprises et justement des sphères plus capitalistiques. Encore là, comme tu disais, on peut faire une analyse un peu marxiste de la chose, mais le constat est tout de même là. Et effectivement, j'ai l'impression que dans les dernières années, c'est un petit peu en train d'éclater tout ça. Et au lieu de remettre en question leur politique des dernières décennies, évidemment, c'est le consommateur, c'est le citoyen qui paie. Donc, j'ai l'impression qu'on a un peu la même situation ici. Et dans tous ces enjeux-là, on semble avoir trouvé aussi une sorte de dénominateur commun, en tout cas pour ceux qui en font la promotion. Nous, au Canada, ça fait quelques semaines là, qu'il y a un scandale qui est sorti au sujet de McKinsey, qui est dans le fond, cette entreprise d'expertise conseil de consultants, des consultants qui sont payés à 35 000 par jour, vraiment des prix de fou. Et pour des projets qui, bien souvent, quand on a regardé ce qu'ils faisaient, c'était pas grand-chose. Les gens dans les ministères qui témoignent de ce que McKinsey fait dans les ministères, ils disent ils ont fait quelques réunions là, ici et là avec des termes très vagues sur leur politique. Et eux, ils encaissent à coups de millions. Nous, Justin Trudeau, je pense que c'est quelque chose comme 30 fois plus que ce que Harper dépensait. Harper, durant tous ses mandats, pendant, je ne me rappelle plus exactement, 2006 à 2015, je pense qu'il a été là, 2,2 millions. Trudeau s'est rendu dans les 80 millions et plus. Là. Donc, vraiment, des sphères politiques sont rendues accros à ces firmes de consultants-là. Et quand le scandale a éclaté ici au Canada, encore une fois, le Québec, qui a une proximité un petit peu avec la France, j'ai l'impression, était déjà un peu au fait de ces enjeux-là. Parce que la France avait connu son scandale. Je ne sais pas si vous en parlez encore, mais je pense qu'au printemps dernier, là, McKinsey, ça l'a fait beaucoup jaser. Ça s'est passé comment à peu près de votre côté de l'Atlantique? Là?
Ah ben, c'était l'affaire McKinsey Gate a éclaté effectivement, je crois, un mois et demi avant le tour de la réélection d'Emmanuel Macron, des Oh, en présidentielles. plus. Donc, on aurait aimé que tu vois, le truc, il fasse les unes des journaux tous les jours non-stop sur les sites internet, sur les JT, les grandes chaînes de TF1, France 2, les chaînes info. Mais non, mais non, Hmm. mais non, ces gens n'en ont pratiquement pas parlé. Donc, Ah, c'est vrai. Manu Macron, tranquille loulou, ils se sont prévus une petite cellule riposte à l'Élysée pour essayer de faire taire les mecs qui en parlaient. Donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'on m'a supprimé mes comptes Twitter au passage. Hein. Quand j'ai commencé à parler de McKinsey, on m'a supprimé mes comptes Oh. Twitter au passage. Voilà, C'est rendu un d'accord. trophée, ça, par contre. Exactement, mais Tout le Twitter monde m'a aime ça. supprimé mes comptes Twitter, c'est rigolo. C'était d'ailleurs le 26 mars dernier, donc tu vois, l'affaire McKinsey, c'était mars 2022. Ça a Mhm. commencé que ça. Et on aurait dû, effectivement, cette affaire McKinsey, on s'est rendu compte que McKinsey, comme tu l'as dit, et je ne dirais pas autre chose, McKinsey a infiltré l'État français, McKinsey a infiltré le ministère de la Santé, notamment sur la pandémie, McKinsey conseillait Pfizer et conseillait également le gouvernement français sur la politique sanitaire, confinement, déconfinement, masque, politique vaccinale et tout, c'est McKinsey qui a conseillé, et c'est même allé jusqu'à des trucs qui ont l'air anecdotiques, Philippe. Mais il y avait même au ministère de la Santé des agents de McKinsey, des collaborateurs, parce qu'en ce moment, la Startup Nation, on parle de collaborateurs. On parle de collaborateurs. Ils avaient carrément des adresses e-mail au nom du ministère de la Santé à leur nom. Tu te rends compte, ça veut dire que les gars, ils avaient carrément remplacé les fonctionnaires du ministère de la Santé. Mhm. Et ils ont fait pareil, ils ont fait des tableaux Excel avec 3 pauvres chiffres sur 43 colonnes, et c'était payé 300 000 euros la colonne. Pour nous, c'est de zéro, 300 000 euros la colonne. Donc, on s'est retrouvés. Et en plus, là, cherry on the cake, vraiment, là, on était vraiment cerise sur le gâteau. Les mecs ne payaient pas d'impôts en France. Ah, Et ben non, Bercy ne c'est savait ça. pas. Et Bercy savait. Bercy, c'est le ministère de l'économie, pardon. Et Hmm. Bercy de l'économie. Et Bruno Le Maire, c'est indigne. Si c'est le cas, on va vérifier, Mais tu n'as rien vérifié du tout. Ils ne payent pas d'impôts en France. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas à l'effort national sur l'impôt. Mais par contre, l'argent public est détourné et remplit les poches de McKinsey. Voilà. Mhm. Mais dans un pays normal, si on avait été dans un pays démocratique normal, cher Philippe, Macron n'aurait pas pu se représenter. Et il aurait été d'ailleurs inquiété par le PNF, même s'il est irresponsable devant la loi en tant que chef de l'État. Je pense que l'affaire était tellement grave que ça aurait mérité à un moment donné qu'il soit quand même enquêté. Il y a quand même une affaire qui est en train de courir sur Emmanuel Macron aujourd'hui, sur des comptes de campagne et tout. Il a quand même plusieurs affaires, Emmanuel Macron, en ce moment, notamment sur ses comptes de campagne. Et qui revient dans le dossier des comptes de campagne au PNF? Le PNF, c'est le parquet national financier qui a été créé par François Hollande. Qui revient dans ce dossier? Ben là, je te le donne en mille. McKinsey. Hmm. Voilà. Est-ce qu'il y a Voilà. une chance qu'une enquête soit faite? Est-ce qu'il y a une assez bonne, dans le fond, la disposition de l'Assemblée? Est-ce que c'est possible de. Je ne sais pas s'ils sont majoritaires ou sont. En Non, ce moment, là, c'est vous avez un système un peu différent de le nôtre, là. oui, oui, Euh, je crois, oui, oui, on a un système un peu différent, mais la réalité, c'est qu'il y a des commissions d'enquête qui pourraient être mises en place. Mais ça on va a être eu tabletté de toute façon. voilà, on a des commissions d'enquête, on a eu pour le Covid, on a eu pour ci, on a eu pour mi. La réalité, c'est qu'à un moment donné, et en plus, il faut savoir qu'un chef de l'État en France, un exercice, est considéré, il est intouchable. Il est Ah, ouais, intouchable. non. Il est pénalement intouchable. Mhm. Intouchable. Donc, ça voudrait dire que si jamais on avait des députés qui faisaient leur boulot, on avait des députés qui étaient vraiment, qui avaient la nation chevillée au corps, l'intérêt collectif chevillé au corps, ils auraient pu très bien, à un moment donné, faire un article 68 de la Constitution et demander la destitution d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il aurait fallu faire dans un État normal, démocratique et serein. Il aurait fallu aussi que les médias en parlent. Parce que moi, au moment de l'affaire McKinsey, moi j'habite à Paris, mais j'habite aussi dans un petit village près de la Méditerranée. Quand j'ai sondé autour de moi des gens qui sont en train de la politique, ils ne savaient pas qui était McKinsey. Mhm. Alors qu'on était Ben, en c'est pleine ça. affaire McKinsey. Je pense que c'est rendu le nerf de la guerre parce qu'au bout du compte, un petit peu la même chose pour nous avec tout ce qui s'est Mm. passé avec Trudeau. Et là, les scandales s'enchaînent avec Trudeau aussi. Oui. Et Oui, même oui. chose, bon, il va y avoir des commissions, mais au bout du compte, c'est pas comme si on avait vraiment l'impression que ça allait aboutir sur quelque chose. Et Mm. on persiste à les réélire. Donc, on est dans une espèce de situation dystopique des fois où on se dit, est-ce que les gens regardent vraiment ce qui se passe? Ouais, Mais on en avec- revient justement au fait que c'est la scène médiatique qui, au bout du compte, crée cette espèce de faux dilemme entre une espèce ouais. d'extrême droite Mm. fantasmée Ouais. et ces policiers-là qui sont tout à fait inacceptables, hein, qui délèguent. Mm. Dans le fond, comme tu le dis un peu, c'est carrément comme si c'est une délégation du pouvoir. C'est comme si on engage des gens
On les élit pour qu'ils administrent l'État et on a nos fonctionnaires qui sont là pour ça. On peut comprendre que dans certains cas très précis, il faut une expertise plus à point, disons, sur un domaine de pointe, là. Quelque chose de très précis. On peut comprendre qu'on ait affaire à des consultants. Mais là, c'est comme si on a ouvert une boîte de Pandore et l'État entier, les fonctionnaires en entier, tout le monde est en train de déléguer, dans le fond, l'expertise à ces groupes-là qui, comme tu dis en plus, ne paient pas d'impôts sur les territoires nationaux. Et donc là, c'est ça. On se retrouve dans une situation où les médias ne traitent pas la chose on peut en parler longtemps, là, mais les médias font une espèce de couverture qui fait en sorte que les gens se disent tout est bien beau dans le meilleur des mondes. Et on persiste à avertir les gens. En tout cas, moi, au Canada, je ne comprends pas pourquoi Trudeau est réélu. Oui, mais parce que vous êtes vers une élection et ça se pourrait qu'il soit. Je crois qu'il y a des chances d'être réélu si on va vers une élection. Donc, c'est assez surprenant des fois. Et je pense que c'est des initiatives comme Putsch Media, d'ailleurs, qui doivent aider au moins. Qui doivent faire une certaine part. Là. On essaie, mais ce qui est intéressant, c'est que pour parler de la France là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais je peux t'assurer qu'il y a des gens, on en parlait tout à l'heure, mais quand tu vas au supermarché, le hard discount à côté de chez toi, entre McDonald's et un Starbucks au milieu de la campagne française, et que tu ressors, tu ressors du supermarché avec 400 euros de courses, alors qu'il y a 2 mois en arrière, ça t'a coûté 170, je peux t'assurer que ton sens de l'humour devient de beaucoup plus approximatif rapidement et tu verses vite dans la contestation. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les médias n'en parlent pas. Oui, les médias, il y a un truc qui s'est passé en France il y a 3 jours. Il y a des journalistes connus qui sont allés bouffer avec Macron, je suis désolé, et pour l'histoire de la réforme des retraites. Et Macron leur a servi les éléments de langage. Et le lendemain, dans tous les canards et les radios qui avaient été invités autour d'Emmanuel Macron, dîner secret qui n'était pas du tout parlé dans la presse, les mecs ont répété pile poil ce que Macron leur a dit de dire. Et donc voilà, pour te dire un peu le niveau de servilité des médias français. Il faut quand même bien se rendre compte de la servilité. Mais je veux dire par là, c'est que les gens ne sont pas dupes en France, Philippe. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as près de 60% d'abstention au présidentiel, c'est à un moment donné, c'est la mort cérébrale de la démocratie. Et la mort cérébrale de la démocratie n'amène pas forcément une épidémie de tubes digestifs et de truches. Ce que ça amène, c'est quoi? Ça amène la rue. Ça amène que quand tu vas avoir des grands rassemblements, les gens ils vont être beaucoup moins sympas dans la rue. Tu vois, parce que en France, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens ne votent pas que les gens s'en foutent. Mais quand tu as bascule comme ça, où le pouvoir d'achat est en chute libre, que le prix de l'énergie monte, nous avons des carburants aujourd'hui à plus de 2 euros. Incroyable. Les carburants ici remontent, mais d'une façon incroyable. Depuis 1 mois et demi, ça repart à des niveaux incroyables. Dire que les gens se saignent pour mettre du carburant, de diesel, l'essence dans leur voiture pour pouvoir aller bosser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas croire que, en France, je parle de la France, il ne faut pas croire que la France d'abstention, finalement, amènera à rien, c'est-à-dire que les gens ne se rebelleront plus. C'est grave, c'est-à-dire que c'est le calme avant la tempête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens vont sortir dans la rue et ceux qui ne sont jamais sortis mardi iront dans la rue, peut-être mercredi, peut-être jeudi, peut-être les semaines qui vont suivre, ça va être beaucoup moins sympa. C'est pour ça que je te disais dans l'introduction que les gilets jaunes à côté de ce qui risque de se passer aujourd'hui, ça va être une kermesse ou une réunion de personnes âgées autour d'un thé et d'un loto. Tu vois, c'est ça la réalité de l'histoire. C'est comme ça que moi, en tant que journaliste et spécialiste des mouvements populaires, je le définis. Mais on verra bien. Mais en tout cas, la France, c'est dans de sales draps et je peux t'assurer qu'on est en train de se tiers-mondiser très clairement. Donc, j'ai l'impression que ça va être dans les prochains mois. Je présume le printemps, l'arrivée plus du beau temps. Habituellement, c'est là que les grandes manifestations populaires se déroulent le plus. Donc, je présume que dans les mois à venir, ça va aller en croissant. Donc, on va avoir une situation à surveiller pour la France. Peut-être, est-ce qu'on va pouvoir te réinviter pour venir avec plaisir, avec plaisir. Déjà, regardez le 31 janvier, vous verrez. Vous verrez le 31 janvier, déjà, on aura une bonne idée de la mobilisation et des grèves. En fait, je finis là-dessus, cher Philippe. En France, c'est un serpent de mer. Les Gilets jaunes en parlaient, de bloquer le pays, la paralysie du pays, la grève générale. Mais c'est ce qui est en train de se murmurer de plus en plus au fil des heures. C'est qu'on pourrait avoir en France, d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, une grève générale des raffineurs, de l'énergie, des secteurs, des hôpitaux, de toute une série de secteurs qui risquent de faire grève. Le pays serait littéralement bloqué. Bloqué comme en 68, bloqué. Il n'y aura plus rien. Plus de trains, la SNCF, les métros, les bus, transports publics. Enfin, donc, c'est pour ça qu'il faut suivre ça, mais on aura déjà une première estimation le 31 janvier.
Voilà. Bon, ben parfait. Donc, on va regarder ça le 31 janvier. Nicolas Vidal, c'était un plaisir. Donc, comme je le disais, toujours un plaisir de te recevoir. Peut-être que ça va se reproduire dans le futur. Et ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à toi, Nicolas. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.